Hémicycle avec Alexis Lacroix. Bonjour Alexis. Bonjour Steve. Merci de nous rejoindre. Merci à vous. Comme tous les mardis, vous êtes le directeur de la rédaction d'Actualité Juive qui sera de retour en kiosque dès demain. Dès ce jeudi, ouais. Le Rassemblement National continue de faire la course en tête, Alexis, pour ces européennes du mois de juin. Loin devant la liste Renaissance, très loin même, le RN de Jordan Bardella gagne un demi-point à 32% des intentions de vote, selon le dernier baromètre IFOP fiducial pour LCI, Le Figaro et Sud Radio. La liste de la majorité présidentielle emmenée par Valérie Ayé perd un demi-point à 16%. Et c'est dans ce contexte, Alexis, qu'a été présenté en deux temps une partie des candidats du parti Renew, puis leur totalité. D'abord le 3 mai, 30 noms en position éligible, notamment Bernard Guetta, désormais numéro 2 de la liste, Pascal Canfin, Nathalie Loiseau ou encore Gilles Boyer, ces deux derniers étant des proches d'Édouard Philippe, l'ancien Premier ministre dont le nom est apparu hier aux côtés de ceux de François Bayrou et du ministre des Affaires étrangères Stéphane Séjourné, mais cette fois en position non éligible. Alexis, c'est une ligne sans surprise, mais dont l'un des objectifs est d'afficher finalement l'unité et la cohésion du camp présidentiel. Ce qu'on peut dire, c'est effectivement que ce qu'il voulait, d'abord en annonçant, c'était désamorcer les small talks sur le décrochage possible de la ligne. Évidemment, ça inquiète tout le monde, y compris d'ailleurs le président de la République lui-même. D'où ce coup de fil que nous avions relaté lors d'une chronique précédente au Premier ministre Gabriel Attal, chargé de se lancer lui-même dans la campagne de mouiller la chemise, comme on dit. Et cette interview dimanche à la Tribune. Absolument. Et cette interview à la Tribune dimanche, donc dirigée par Bruno Jeudi, qui a évidemment une valeur politique, puisque la Tribune dimanche est dans le camp présidentiel, très clairement. D'ailleurs, c'est un journal qui a été créé pour cela, pour défendre les couleurs du camp présidentiel, notamment évidemment en vue des européennes, mais au-delà de la présidentielle. Face au JDD en tout cas. Oui, enfin, il choisit de toute façon un titre ami, comme on dit, vous voyez, dans le jargon de la presse. Donc, il sait ce qu'il fait quand il va s'exprimer chez eux. Très bonne interview d'ailleurs sur le fond, mais qui exprime, disons, l'inquiétude grandissante du camp présidentiel. Alors, vous aviez raison. Effectivement, c'est une sorte d'auberge espagnole des centristes. Des centristes durs, affirmés, des centristes plus doux, plus ouverts, mais il y a toutes les couleurs de l'arc-en-ciel centriste. Il y a des noms que vous n'avez pas cités, on peut les citer aussi. Fabienne Keller, qui est une élue du centre droit historique de la région Alsace. Sandro Gozzi, qui est italien, mais qui va siéger sur la liste de Renaissance besoin d'Europe. Et puis, on peut citer aussi les personnes qui sont pressenties à la fin, qui ont vocation aussi à compléter ce tableau de chasse global du camp macronien réunifié en quelque sorte, vous voyez. Et évidemment, Elisabeth Borne va en faire partie. Il y aura sur la dernière place. Sur la dernière place, avant-dernière place, François Bayrou, Édouard Philippe. Donc, autrement dit, des positions non éligibles. Des positions non éligibles, mais qui ont, après on va revenir à ceux qui sont éligibles, mais qui ont évidemment aussi, pour le camp macronien, dans un moment qu'il traverse, qui est jugé par tout le monde, y compris ceux qui sont amis, un peu difficile en termes de légitimité populaire, en termes de dynamique politique dans le cadre des élections européennes, c'est un moyen de dire qu'ils continuent à rassembler très, très fortement autour de leur nom et autour de leurs entreprises européennes. Et effectivement, de ce point de vue-là, d'anciens premiers ministres comme Édouard Philippe ou Elisabeth Borne ont chacun des significations. Édouard Philippe, vous savez bien que c'est un des chouchous de la droite française, qui d'ailleurs pense peut-être à lui pour un rôle très important une fois que Emmanuel Macron quittera provisoirement la scène française. Et puis Elisabeth Borne, elle représente aussi une caution, j'allais vous dire, social-démocrate, de nature peut-être à décider à voter pour cette liste des gens qui sont aujourd'hui devenus des swing electors entre Raphaël Glucksmann et Valérie Ayé. Donc ça, vous pensez que la présence d'Elisabeth Borne, l'ancienne première ministre, peut convaincre certains vous savez, électeurs les voix de l'électeur sont impénétrables. C'est-à-dire qu'on ne sait jamais ce qui va convaincre un électeur de se porter sur une liste. Ce qui est sûr, c'est que dans chaque élection européenne, les castings sont savamment sous-pesés et cela ne vaut pas évidemment que pour cette formation politique. Besoin d'Europe sous-pèse, mais les autres également sous-pèsent et mettent parfois en avant des personnalités de nature à ramener ne serait-ce qu'un point ou deux, c'est pas négligeable dans une compétition européenne. Et donc on peut penser, c'est vrai, qu'au-delà si vous voulez, de l'affichage, il y a, comment vous dire, une signification politique de ces présences, et notamment de la présence d'anciens premiers ministres qui, à tort ou à raison, ont marqué leur époque. Alors après, vous voyez, je ne suis en train de porter aucun jugement, soit dilatoire, soit, si vous voulez, euphorique, concernant leur action, mais ils représentent quelque chose. Alors on peut revenir aux éligibles. Et juste avant ça, puisqu'on parlait de deux anciens premiers ministres, le chef du gouvernement actuel va débattre avec Jordan Bardella, dont la date de ce débat a été annoncée tout à l'heure. Ça sera le 23 mai. Sur France 2, donc à
à une bonne dizaine de jours de des élections européennes. Ça peut être un moment important. Ça sera un moment décisif, effectivement. Non pas pour départager les deux listes, parce que de toute façon, nous connaissons l'écart et le président de la République. Pour le réduire, peut-être. Mais pour le réduire. Voilà, c'est-à-dire que je pense que le président de la République, lorsqu'il appelle son Premier ministre, qui a une grande efficacité sur le plan médiatique, je veux dire, je suis pas du tout en train de la sous-estimer, il espère, dans les capacités de Gabriel Attal, encore une fois, de ramener dans le giron de la liste Besoin d'Europe Renaissance des électeurs indécis ou qui hésitent aujourd'hui et qui se disent « mais je suis plutôt de droite, finalement Bellamy me convient mieux, ou je suis plutôt de gauche, Glucksmann me convient beaucoup mieux ». Donc c'est ça le but de l'opération. Et c'est vrai que Gabriel Attal... Pousser certains aussi à voter, on parle d'un taux de mobilisation assez important de 45%. C'est possible, c'est-à-dire qu'on voit bien qu'on est dans un moment que d'ailleurs nous avions, dans le cadre de ces chroniques, très souvent prophétisé ensemble. Le moment, peu ou prou, d'un retour du politique. Nous étions peut-être, dans les années passées, dans des années plus neutres, de neutralisation du politique. Là, nous sommes dans un moment de retour très fort du politique, à l'occasion des européennes, mais ça va évidemment se poursuivre au-delà. On en a déjà parlé à plusieurs reprises. Donc, neutre au pouvoir, écrivait Raphaël Lorca il y a quelques années dans un essai très remarqué. Ah oui, vous avez raison, absolument. Raphaël Lorca de la Fondation Jean Jaurès. Vous avez absolument raison. Et donc, effectivement, il y a un moment de retour du politique. D'ailleurs, puisque c'est ça que je voulais commenter aussi avec vous, on peut dire un mot des gens qui vont être devant. Il y a une surprise. Moi, je l'ai bien connu d'ailleurs à Marianne, puisqu'il était pressenti pour devenir directeur de la rédaction de Marianne à un moment, donc on avait travaillé ensemble. Bon, alors, si vous voulez, Bernard Guetta a plein de qualités, mais ça n'est pas lui faire injure que de dire que c'est un fédéraliste obtus. C'est quelqu'un qui manque totalement de nuances sur ce sujet-là. Vous voyez, donc, le fait d'afficher Bernard Guetta, qui est un spécialiste de politique internationale, exactement, bien connu notamment des auditeurs de France Inter, puisqu'il dit voilà, mais et de Libération, etc. L'homme qui à un moment d'ailleurs, non sans raison, sur le fond on peut le discuter, mais on comprend ce qu'il voulait dire. Au moment où la Tunisie était gouvernée par Ennahda, disait que c'était des islamistes modérés. Donc c'est lui qui avait beaucoup introduit ce concept d'islamisme modéré. Mais par ailleurs, sur le plan des représentations européennes, il représente, si vous voulez, la queue de comète d'une opposition systématique entre les fédéralistes et les gaullistes, au fond, pour aller très vite, si vous voulez, qui croient plutôt dans l'Europe des nations. Et évidemment, quelle est aujourd'hui, dans la représentation de ces gens-là, je veux dire, nous sommes dans une forme de schmittisme idéologique. Quelle est la représentation schématique qu'ils ont ? On laisse toutes les formes de souverainisme, modérées ou plus ardues, aux lepénistes. Et nous, on s'accapare les formes de fédéralisme. Et donc, effectivement, au-delà de ces qualités, je ne suis pas en train de les nier, j'analyse avec vous ce que représente chacune de ces personnalités. Au-delà de ces qualités, il est absolument évident que Bernard Guetta représente pour Macron une carte fédéraliste. Mais est-ce que par ailleurs, ce choix ne traduit pas la volonté d'Emmanuel Macron et de son camp de mettre en avant les questions internationales, notamment la bataille face à la Russie, mais aussi vous me l'arrachez de la bouche. La rivalité croissante avec l'industrie chinoise. Vous me l'arrachez de la bouche. D'ailleurs, de ce point de vue-là, le profil de Canfin, qui je crois est 4e sur la liste, voilà, le profil de Pascal Canfin va aussi dans ce sens. C'est-à-dire, au fond, je dirais, l'exploitation politique, qui est légitime, il a le droit, l'exploitation politique des grandes questions internationales aux fins d'une délégitimation, on va dire polémique, du Rassemblement national et d'un plaidoyer apologétique pour son propre camp. Je m'explique dans des termes un peu plus directs. Macron est en train de surjouer la question internationale comme rempart contre l'effritement en interne de son camp. Il sait très bien que dans les moments un peu difficiles sur le plan domestique, on a toujours intérêt à se rappeler au bon souvenir de l'électeur qui cherche un protecteur. Or, nous sommes dans un moment, vous l'avez vu, nous l'avons largement commenté, où on agite l'épouvantail Poutine. Je ne suis pas en train de vous dire que Poutine ne représente pas une menace, mais là j'analyse du point de vue de l'intérêt bien compris d'un souverain comme Emmanuel Macron. Évidemment que cette hypostase du poutinisme dans la campagne des européennes représente une tentative de resserrer derrière lui les rangs, pour l'instant un peu clairsemés, 15% de son camp qui est parti à la pêche. Et donc il dit à tous ces gens-là, ne partez pas à la pêche, venez voter, parce que si vous ne votez pas pour nous, eh bien il y a un risque encore plus grand d'intrusion du poutinisme dans la vie publique. Ils sont en train de jouer cette carte. Et Guetta, pour ça, évidemment, vous voyez les réserves que je fais sur le personnage, mais pour ça, Guetta, évidemment, correspond parfaitement à la stratégie mise en œuvre. Merci beaucoup, Alexis Lacroix, d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes le directeur de la rédaction d'Actualité Juive et qu'on peut vous réécouter notamment sur notre chaîne YouTube. Bon après-midi. Bon après-midi à vous et à vendredi. Et à vendredi.